CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Protection spirituelle. Alors donc, notre fée Carabosse, déjà vous avez un avantage énorme par rapport à moi et à d'autres, c'est que vous savez que le quatrième existe. Parce que moi, le quatrième, je l'ai découvert. On ne m'a pas expliqué qu'il existait. Alors je l'ai découvert parce que bon... Et puis ça semble tellement logique quand on a mis le doigt dessus qu'on sait que ça ne peut être que lui. Alors n'oublions pas aussi que les anciens, quand ils travaillaient, par exemple, sur la planète Vénus, alors le quatrième, c'est pas la planète Vénus, hein, c'est un exemple que je vous donne. Mais quand ils faisaient une évocation à Vénus, à Mars ou à Jupiter, ils voulaient que la planète soit au-dessus de l'horizon, soit en face d'eux quand ils faisaient leur appel. Donc, comme on vient de le dire, pentacle général plus glyphe personnel égale protection personnalisée. C'est pour ça qu'après, quand vous aurez tracé votre signe dessus, il sera difficile de prêter votre talisman. Il sera difficile de vous en dessaisir pour quelqu'un d'autre. Alors maintenant, pentacle ou talisman. Alors, il y a un certain nombre de choses qui existent dans ce domaine. Vous l'aurez sur le fascicule, donc là, c'est pas d'un intérêt énorme. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le talisman est figuratif et comporte des symboles étudiés pour déclencher physiquement ce à quoi on les destine, principe du miroir magique, mais sous forme de l'épée, alors que le pentacle, ce sera de nature géométrique, ça s'appuie sur la science des nombres, ce sera un bouclier. Alors on peut, parce que la frontière est floue entre ces deux familles, on peut avoir un pentacle à usage talismanique. Donc, je vais vous donner une méthode de manière à pouvoir utiliser le pentacle du 36, mais à la manière d'un talisman, pour un but précis. Alors, déjà, on va vouloir donner à notre talisman une orientation particulière. Alors, ce que je vous conseille, si vous avez une médaille, c'est de garder votre médaille en tant que pentacle protecteur. Point final. Et si vous voulez réaliser un talisman pour un but précis, à ce moment-là, vous faites une belle peinture, vous faites un dessin sur un parchemin ou sur un os, et c'est là-dessus que l'on va travailler. Et vous allez surtout comprendre pourquoi, parce qu'après, il va falloir le détruire. Comme mon pentacle m'aura donné le résultat désiré, je dois le détruire. Alors si vous le faites sur votre médaille, il faudra détruire la médaille, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Alors d'abord, on va déterminer l'orientation. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, favoriser une protection particulière. Ça peut être, je vais dans un endroit dangereux, je vais faire un reportage en Afghanistan, j'ai mon gilet pare-balles, j'ai mon casque, mais en plus, je vais emmener, comme on faisait au Moyen-Âge, un pentacle de protection contre les risques de guerre, par exemple. Donc, je veux me protéger de ça. Ou bien, je veux réaliser donc plutôt talisman ou un pentacle à usage talismanique pour une aide spirituelle à la guérison de moi-même ou de quelqu'un. Ou pour une réussite précise dans une action particulière. Chance, etc. Alors, donc je dois savoir exactement le but que je désire atteindre. Il faut que ce but soit raisonnable. Si je veux devenir un chanteur célèbre, je peux toujours, même moi, même tous ensemble là, tous ensemble on décide de réaliser un pentacle pour moi, pour que je devienne un chanteur célèbre. Eh bien ça ne marchera pas. On aura tous, malgré qu'on ait réuni toutes nos forces, on aura un échec. Pourquoi? Parce que Laurent Bernard ne sait pas chanter, d'une part. Parce que c'est pas forcément sa nature. Parce que, etc., etc. Donc, pour avoir une chance de réussir dans une action magique ou talismanique, il faut que cette action soit raisonnable, soit possible. Ensuite, je vais devoir partir à la découverte du glyphe, donc de la signature, correspondant à ma demande précise. Alors là, deux possibilités. Soit je vais chercher un glyphe correspondant
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple un pendule ou autre chose. Chacun a le droit d'avoir son moyen de recherche personnel. Le moyen de recherche que vous utilisez habituellement, je prends mon pendule, puis je vais demander, le 5 est-il le premier nombre? Alors déjà, je vais peut-être poser la question, savoir combien de nombres dois-je intégrer dans ce glyphe? Alors ça me dit, par exemple, il faut intégrer 2 nombres, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être un maximum. Alors je vais demander, le premier est-il un nombre de l'éther? Ça me dit non. Alors bien sûr, comme en radiesthésie, vous commencez par poser la question, savoir, dois-je faire cette recherche? Alors le premier est-il un nombre de l'éther? Non. Est-il un nombre du feu? Non. Est-il un nombre de l'air? Ah oui. Mais l'air, j'ai 8 nombres de l'air. Donc, je peux les passer tous les 8 en revue. Est-ce que c'est le 12? Non. Est-ce que c'est le 7? Non. Est-ce que c'est le 21? Non. Est-ce que c'est le 16? Non. Est-ce que c'est le 30? Non. Est-ce que c'est le 25? Non. Est-ce que c'est le 3? Oui, c'est le 3. Donc je vais commencer ma signature avec le nombre 3. Donc je note sur ma feuille de papier 3. Puis on recommence. Quel est le deuxième nombre du glyphe qui me permet d'obtenir tel but? Est-ce que c'est un nombre de l'éther? Non. Est-ce que c'est un nombre du feu? Non. De l'air? Non. De l'eau? Non. De la terre? Oui. Et à nouveau, je cherche le nombre de la terre correspondant. Ainsi de suite, jusqu'à avoir les nombres, la suite de nombres qui correspond, si j'ai bien travaillé, à ce que je désire obtenir. Si je suis bon radiesthésiste, je vais trouver. Si je suis mauvais, et s'il y a seulement un des nombres qui est faux, j'aurai un échec sur mon talisman. Donc, là, ça devient un art, une espèce d'art pentaculaire. Alors d'autres personnes, au lieu d'utiliser un pendule, vont chercher avec une antenne de l'échelle, ou vont chercher au ressentir manuel. Vous tracez un grand pentacle sous forme de rosace ou sous forme de carré, et vous placez votre main au-dessus en essayant de ressentir quel est le premier nombre qui va vous parler. Là, il faut pas une bonne feuille. Il faut une grande feuille, oui, pour arriver à différencier le 30 du 16. Alors donc sous forme de rosace ou sous forme de carré. Ce qu'il faut, c'est que j'ai mes 36 nombres. Ou pourquoi pas mettre 36 nombres écrits à la main dans 36 enveloppes. Et puis, tous les moyens sont bons. Est-ce qu'on peut découper les chiffres sur un papier et puis chercher un? Oui, c'est bien d'y mettre les couleurs. C'est mieux. Parce que plus ils seront personnifiés dans leur couleur, dans leur orientation, plus ils seront rayonnants. Mais après, c'est de l'art tactile. Vous pouvez aussi chercher, comme certains le font, avec la kinésiologie. Bon, vous prenez un sujet, vous lui faites tendre le bras, et puis vous lui mettez le nombre 1 sur la tête, vous lui faites tenir dans la main, et vous voyez si ça résiste ou pas. Et puis, au moment où vous avez une différence, soit plus de résistance, soit une faiblesse, et bien vous savez que c'est le nombre qui va entrer en lice pour votre signature. Alors là, ça c'est la première méthode. Donc j'essaye de découvrir le nombre. Deuxième méthode, je ne connais pas la suite de nombres, mais je vais imposer une suite de nombres. Je vais dire, bon, alors je me mets en condition, bien entendu, on a oublié les petites conditions préalables, une ou deux respirations, comme on l'a vu samedi après-midi, là en début d'après-midi, donc une ou deux respirations avec la boule de plomb, la plaque de métal, pour bien m'énergétiser. Je me concentre et je visualise de manière très précise le but à obtenir. Je me mets en face de mon mandala, de ma rosace, de mon carré chiffré. Je prends un stylo ou autre objet. Je visualise ce que je veux obtenir. Éventuellement, je fais quelques respirations préalables, rapides. Et puis, hop, comme
en état un petit peu second, je trace 14, 36, 29, 31, 14. Et je sens que c'est fini. Et après, je reprends sur mon Pentacle, le nombre que j'ai tracé. Donc ça, c'est le tracé instinctif. Il y en a un qui va être, qui va nécessiter une sensibilité pour lire la signature, et il y a une autre façon, une autre forme de lecture qui va être une forme différente, plus active, où je vais dire, voilà, la signature de ce que je veux obtenir, c'est ça. Attention, les deux sont difficiles. C'est pas que un effort de volonté. Il faut que je sois dans un état suffisamment, un petit peu un état décalé de la conscience, comme on va parler en sophrologie, pour faire ce tracé. Mais si je fais ce tracé, que je suis certain que c'est le bon tracé, ce sera le bon tracé. Et mon Pentacle aura un effet. Donc, pour Question. récapituler, Oui. la respiration 5 minutes, Enfin, 2 exercices de respiration. 1 heure de respiration avant, oui, pour bien se mettre en condition. une grande concentration, Oui. et on y va. Et on y va. Balance. Voilà. Tac, Et tac, est-ce qu'on tac. peut balancer sous la médaille? Sur la... vaut mieux le faire sur un Et ça graphique que vous avez, qui est extérieur, qui est coloré, bon, parce que vous allez quand même le graffiter avec un stylo, vous allez lancer une signature. Si c'est fait dans les conditions adéquates, ça doit fonctionner si votre demande est raisonnable et si toute chose est égale par ailleurs, si c'est possible. Mais il me semble que si on utilise le médaillon, on visualise, on se concentre, et on y va sur le médaillon, il me semble que c'est... Oui, non mais après chacun va ressentir, chacun va manipuler à sa manière. Vous prenez un feutre indélébile, on verra après pour le médaillon, et à ce moment-là, vous tracez sur votre médaillon. Moi, personnellement, si je fais cette technique-là, j'aurai 2 médaillons. Un de protection générale, et puis un quand je veux tracer une signature. Mais quand je veux tracer une signature, je préfère le faire sur un talisman extérieur à mon médaillon. Mais après, tout dépend pourquoi c'est faire. Si c'est un médaillon, par exemple, pour je suis en recherche d'emploi. Donc j'ai trouvé un poste intéressant, j'ai les compétences pour ce poste. Alors je me présente bien sûr bien habillé, parce que si j'y vais en jean, malgré la signature, je risque d'échouer, bien entendu. Donc j'y vais bien habillé, j'essaye de me garantir de toute la réussite possible sur le plan de la matière. Et en plus, je fais cette signature, et c'est vrai que dans ce cas-là, je vais peut-être emmener mon médaillon ou mon talisman sur moi quand je vais au rendez-vous. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je mets plus de chances de mon côté. Et déjà, le fait d'y croire, le fait d'avoir ce médaillon va me rassurer émotionnellement et va me donner plus de force. Alors, qu'est-ce qui joue à ce niveau-là? Un psychologue nous dira, c'est parce qu'on s'est auto-suggestionné la réussite. Donc, quand on s'est retrouvé devant le patron, on a été si sûr de nous que le patron a été convaincu. Un ésotériste va dire autre chose. Un ésotériste va dire, j'ai utilisé la magie, les esprits sont venus m'aider, donc j'ai réussi. Le patron, ce sont les esprits qui ont influencé le patron. Peu importe. Ce qui compte, c'est que j'ai plus de puissance avec ce genre de choses. Mais quelqu'un qui n'y croit pas n'obtiendra rien. Il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Vous voyez une question? Non? Ok. Alors donc, 2 méthodes. Soit j'impose, soit je ressens les nombres. Après, il va falloir quand même que je dynamise tout ceci. Alors, vous pouvez en plus, au dos de votre pentacle à usage talismanique, figurer par un dessin ce que vous voulez obtenir. Donc, comme une petite bande dessinée, hein, vous marquez, dans le cas du patron, le patron marque « Oui, je vous embauche ». Et vous voyez le patron avec un grand sourire. Vous voyez avec un grand sourire, il y a le contrat dans la main, vous l'avez signé, etc. Donc, quelque chose d'un petit peu figuratif pour incarner votre volonté. Parce que c'est ça qui va être important, c'est d'incarner. Pourquoi est-ce qu'on fait une médaille? Puisque les arches existent sans notre consentement, sans notre volonté. Et parce que ça me permet d'incarner mon action jusque dans la matière. Si je n'incarne pas mon action jusque dans la matière, ça reste un petit peu abstrait. Et on a moins de chances d'avoir un résultat.
Alors, petite pause, et voilà. Cette technique dont on vient de parler peut s'utiliser de manière beaucoup plus primitive. Je suis dans ma voiture, je suis en train de tourner, je cherche une place de parking. La deuxième fois que je tourne autour du pâté de maison, il n'y a pas de place de parking. Qu'est-ce que je vais faire dans ma voiture? Je visualise ce que je veux obtenir et avec mon doigt, sur le pare-brise ou dans l'air, je trace, enfin je visualise que je veux obtenir une place de parking et je trace un glyphe en imposant ma volonté, en disant je trouve la place de parking. Eh bien, si vous avez un entraînement respiratoire préalable de quelques semaines ou de quelques mois, vous verrez et vous serez curieusement surpris que ça fonctionne. Moi, Oui. avec la main droite et l'index. Peu importe, ou même si ma main droite est... Eh ben je vais prendre la main gauche. Et moi je vais le faire avec l'index parce que c'est ce qui est le plus naturel pour moi. Mais on peut le faire avec le pouce. C'est mieux d'aller jusque dans le geste figuratif. D'où les signes magiques. Hein, les graffitis qui sont tracés avec la baguette magique. Bon, c'est quoi? C'est pour incarner le geste. Ça peut être fait avec le pouce. Hein, vous savez, dans la sorcellerie des campagnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèchent, ils mettent de la salive sur le pouce et ils font un graffiti sur un arbre, sur une pierre, sur un... Et s'il y a la volonté qui accompagne, et s'il y a le potentiel énergétique qui se trouve derrière, on a un résultat sur les petites choses. Trouver une place de parking, c'est facile. Dans le cas d'urgence, pour tracer le glisse, il faut se laisser guider. C'est l'intuition qui guide pour tracer le glisse, parce que c'est instantané, quoi. En cas d'urgence, alors par exemple, vous êtes dans un champ en train de faire un pique-nique, et puis vous n'avez pas vu qu'il y avait un taureau plus loin. Et d'un coup, le taureau, vous voyez à l'horizon qu'il commence à charger, à arriver. Alors, alors, ce que je vous conseille dans ce cas-là, tracer un glyphe pour courir plus vite. Mais en cas d'urgence, en cas d'urgence, un sorcier il va se faire un graffiti. Et ce graffiti, qu'il ait un impact sur l'inconscient du sorcier, sur l'inconscient du taureau ou sur je ne sais pas quoi, peu importe, ce qui compte, c'est d'échapper au taureau. Donc après, l'explication métaphysique qui est derrière, on va la laisser de côté. Ça fonctionne dès l'instant où vous avez un potentiel d'énergie en réserve. Attention, c'est une technique qui va donner de bons résultats sur des petites choses si vous avez quelques dizaines de respirations journalières derrière vous. Sinon, vous avez peu de chances que ça fonctionne. Alors moi je l'ai essayé pour les places de parking. Pour les places de parking, actuellement, je touche du bois et je croise les doigts. C'est quasiment systématique. Quand je tourne en voiture, que je trouve pas de place de parking, je me dis bon, je commence à sortir, à dégainer mon index pour tracer le glyphe. Pof, j'ai une place qui se libère tout de suite. Une fois, ça m'était arrivé également. J'avais tourné une fois, 2 fois, 3 fois. Il y avait beaucoup de monde et hop, je fais un signe comme ça, un glyphe. J'obtiens une place de parking juste devant le magasin dans lequel je voulais aller. Je me gare, etc. Le lendemain, je repasse au même endroit par hasard en voiture. Ah bah, ça n'a pas raté. La voiture est tout de suite partie pour me laisser la place. J'avais pas l'intention de me garer. Comme si le glyphe avait joué par écho également le lendemain. Vous êtes devant une cabine téléphonique, vous avez quelqu'un qui téléphone, vous avez besoin de téléphoner, puis l'autre, ça fait 1 heure qu'il raconte des choses inintéressantes, parce que vous, ce que vous avez à dire, c'est intéressant. Pareil, vous voulez faire sortir la personne de sa cabine téléphonique. Vous faites mentalement ou dans votre poche, comme les sorciers de campagne, vous la visualisez en train de raccrocher le téléphone, vous faites un glyphe. Votre glyphe, donc on n'utilise même pas ça, hein, là c'est beaucoup trop sophistiqué. Instinct. À l'instinct, n'importe lequel. Je visualise la personne qui raccroche et qui sort de la cabine téléphonique et je fais un gris-gris. Le glyphe, il a forcément 4 points, on peut voir. 2 points, Quand on le fait instinctivement comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai connu un monsieur, alors bon, pour aller un peu, pour désocculter ces choses-là, j'ai connu un monsieur qui avait un entraînement respiratoire intense.
C'est un monsieur qui n'était pas intelligent, qui n'était pas sensible, qui n'avait pas de finesse, qui n'était pas un érudit en ésotérisme, qui n'était même pas bon ou gentil. Par contre, il faisait ses entraînements 6 respirations par jour, 3 heures de respiration par jour pendant 6 mois. Il avait une qualité particulière. Il avait la qualité de la persévérance. Voilà. Il n'était ni bon ni gentil. Il n'était ni bon ni mauvais. Qualité, ça. Oui, mais on va voir à la fin de l'histoire que c'était pas si intéressant que ça. Bon, bah lui, donc il était magnétiseur, et puis il y avait des fois des gens qui lui demandaient des trucs un peu, des extras. Bon. Pour faire un extra, il prenait un petit post-it de téléphone, il prenait un stylo bille, il se concentrait, il faisait un grabouillis, mais vraiment un grabouillis d'enfant. Et pour lui, ça, c'était le signe magique qui allait déterminer telle ou telle action. Eh bien, ça fonctionnait. Indépendamment. Alors là, il allait à l'encontre de toutes les lois magiques, enfin de toutes les lois qu'on trouve dans les livres, mais il avait appliqué la bonne loi, c'est-à-dire l'entraînement respiratoire, plus la concentration de pensée, plus un graffiti. Avec ces graffitis, il obtenait des résultats étonnants, pas forcément intelligents. Parce que bon, alors pour la petite histoire encore, j'ai dû vous la raconter à d'autres stages, mais une fois il y a une dame qui lui téléphone, qui lui dit voilà, moi j'habite au numéro 5 de telle rue, il y a mon voisin qui est à côté de moi, qui habite au numéro 6, qui arrête pas de m'embêter. Il lui dit pas de problème madame, je vais lui envoyer des mauvais sorts, comme ça il vous embêtera plus. Alors il se concentre, il fait ces trucs, c'est gris-gris comme ça sur des post-it de téléphone. Quelques jours après, la dame téléphone en disant mais écoutez, je comprends pas, j'ai que des problèmes, j'ai ma tondeuse qui a sauté, j'ai mon chauffe-eau qui est mort, j'ai la voiture qui démarre plus, j'ai... Je dis écoutez, mais je comprends pas parce que pourtant j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour en mettre plein sur le voisin. Puis là, elle me dit mais vous n'êtes pas trompé de maison quand même. Moi j'habite au 5 et le voisin il habite au numéro 6. Elle a dit mince, j'ai tout envoyé sur le numéro 5. Bon, c'est des petites anecdotes, mais opératives. Donc, ça fonctionne. Elle a payé pour se faire. Elle a payé pour se faire détruire. Bon, alors après, il s'est vraiment excusé, et puis la dame lui a dit c'est pas grave, ne me remboursez pas, vous faites plus rien. Si vous voulez, même je vous paye pour rien faire. Bon, un jour ce monsieur c'est pareil, il s'était fait un petit génie dans une bouteille, là, bon, on passe les détails, et puis un jour il décide d'exorciser sa maison, parce que bon, la maison était un peu chargée en négatif. Alors il exorcise tout. Bah, le lendemain, quand il a voulu récupérer son génie qui était resté sur la table de la cuisine, bah, le génie avait été exorcisé avec le reste des choses. Donc, alors c'est tout un tas de petites anecdotes particulièrement intéressantes parce que là on est dans un opératif vrai. Bon, mais rassurez-vous, ce monsieur, il s'est pris 2-3 chocs dans la figure et puis après il a décidé de retourner vendre des sandwichs dans sa caravane parce que il a été dégoûté de la magie. Mais opérativement, il a obtenu des résultats parce que même s'il n'a pas respecté les lois intellectuelles de la magie, il a respecté la seule loi qui fonctionne réellement, c'est la loi de l'énergie. Si j'ai de l'énergie et que je veux quelque chose, bah, en faisant un gris-gris ou un autre, je vais finir par l'obtenir. D'où le fait que j'insiste lourdement sur l'exercice de respiration. Oui. Mais en fait, là, le graphe devient la manifestation de sa pensée. Oui, ça devient la manifestation de sa pensée. Alors, attention, dès que la pensée a été manifestée et que vous avez obtenu un résultat, il faut brûler le talisman en question. Il faut le détruire. En général par le feu. Sinon, dans une eau courante. Ou le jeter dans une rivière. Mais il faut le détruire. Parce que on va avoir une fâcheuse tendance dans ce genre de manipulation à court terme à avoir après un retournement de l'énergie. Et une fois qu'on a obtenu, c'est comme si on avait un pic. En fait, c'est comme si vous aviez une constante. Vous êtes là, il ne se passe rien, vous faites votre opération, vous avez un pic positif, et après, vous allez suivre avec un moins pour revenir à la constance. Donc, en détruisant
le glyphe, une fois que vous avez obtenu le résultat et avant que ça se retourne, va vous éviter d'avoir la chute, c'est-à-dire une espèce de paiement de l'addition, une espèce de petit choc. Oui. Mais le fait de brûler une demande, de brûler ce genre de papier, il paraît-il qu'à partir de là, on inscrit ça sur d'autres plans plus subtils. Alors voilà, il y en a qui disent ça. On s'est aperçu, je dirais, sur un plan opératif de ce genre de manipulation que ça annulait. Par contre, si je brûle mon papier ou mon glyphe avec l'esprit de par cette manière l'envoyer en astral et l'imprimer en astral, c'est peut-être le résultat que je vais obtenir. Donc l'esprit de l'homme est très important dans la manipulation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui joue? Je fais ce glyphe auquel je crois. Qu'est-ce qui va faire le travail? Est-ce mon âme moi qui par dédoublement va aller faire sauter le chauffe-eau électrique de la personne? Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? On ne sait pas. Je sais que j'ai un résultat, mais si ça se trouve, c'est moi, inconsciemment, en dédoublant la partie ténébreuse de mon être ou la partie tellurique de mon être, qui vais faire le boulot. Alors, pentacle à usage talismanique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, on a un passage de cette nature. Quand vous avez, ça je vous conseille fortement de le relire, quand vous avez la parabole de Jésus et la femme adultère. Chapitre 8. Alors, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Je vous le raconte rapidement. Il y a des villageois qui veulent lapider la femme adultère. Bon, alors on vient trouver Jésus. Jésus, viens vite, ils veulent lapider la femme adultère. Jésus est assis par terre. Il écrit. Et il trace avec son doigt des signes dans la poussière. Et l'autre, mais Jésus, viens vite. Lui, oh, laissez-moi tranquille. Il trace des glyphes dans la poussière. D'abord. Après, il se lève. Et puis après, il fait son sermon et dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, ils sont tous paralysés. Ah oui. Et la femme adultère s'en sort à bon compte. Mais au préalable, avant de dire ça, il a tracé des glyphes sur le sol. Donc, curieusement, c'est peut-être une technique qui était déjà utilisée il y a 2000 ans. Alors c'est sûr que quand un Jésus mettait son doigt dans la poussière et se concentrait sur le résultat à obtenir, il y avait de fortes chances qu'il obtienne le résultat désiré. Et en plus, par une parole psychologique qui allait projeter le verbe, il leur a donné une bonne raison pour ne pas acheter les pierres. Donc, double action, une action magique, et après il est intervenu physiquement. Alors si Jésus l'a fait, pourquoi pas vous? Alors maintenant qu'on a vu ça, eh bien nous allons voir comment ritualiser notre pentacle, que ce soit donc notre médaille ou que ce soit un pentacle qu'on vient de dessiner sur un parchemin, sur un os, sur une plaque de bois, sur un minéral, etc. etc. Alors, dès que nous recevons un objet ou que nous concevons un objet rituel, nous devons d'abord l'exorciser. Alors, je vous donnerai sur le fascicule, donc vous avez le petit texte de l'exorcisme, qui est un texte hyper classique, hein, on répète toujours le même parce qu'il fonctionne bien. Donc on va exorciser notre pentacle par Dieu, par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre. C'est-à-dire, dans l'histoire, Dieu, c'est l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors ce qu'il faut bien entendu, c'est appuyer les mots qui vont être utilisés mentalement. Quand vous allez dire exorcisote per ignem, par exemple par le feu, vous allez visualiser sur votre médaillon des flammes purificatrices. Quand vous allez prononcer per aquam,
vous allez visualiser de la pluie, de l'eau qui tombe sur votre objet et qui lave, qui entraîne toutes les petites négativités. Alors pourquoi il faut nettoyer un objet, même le pentacle que vous avez pu fabriquer ou qui a pu vous être remis? Parce que la personne qui l'a gravé, il avait ses propres pensées. La personne qui a fait tremper ce bijou dans un bain d'or par électrolyse, etc., il avait ses pensées. Donc il peut y avoir un tas de petites choses qui se sont fixées, qui sont à nettoyer, exactement comme quand on prend une assiette et que l'on désire manger un plat, on va commencer par nettoyer l'assiette. Parce qu'autrement, s'il reste du riz de la veille, s'il reste des traces de sauce, s'il reste, on ne sait pas qui a mangé dans l'assiette, etc., on a une petite répulsion. Donc, première chose, c'est d'exorciser l'objet, en appuyant surtout mentalement l'action. Alors vous pouvez bien sûr allumer une bougie, vous pouvez faire brûler un petit peu d'encens, vous pouvez organiser ça comme vous le ressentez. Le petit rituel d'exorcisme ne doit pas se prononcer d'une voix fluette ou d'une voix hésitante. On ne marmonne pas un exorcisme, on le projette avec puissance. Il faut que ça vibre, il faut que ça vous fasse vibrer le ventre et la cage thoracique. Il faut que tous les membres de l'assistance, s'ils sont là, aient peur, soient terrifiés. Vous changez d'intonation, vous changez de voix. De toute façon, on a souvent remarqué qu'un exorciste, quand il parle, il parle normalement, et puis quand il commence à entrer en état d'action magique ou théurgique, c'est plus la même vibration. À l'époque où je faisais ça, j'ai même des gens qui m'ont dit mais j'avais les yeux fermés, j'ai les yeux ouverts, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui était à côté de moi. Et c'est vrai que quelque part, c'est plus le même personnage. Donc vous prenez votre médaille, je vais réexorciser la mienne, parce qu'après tout, pourquoi pas? Donc vous la prenez dans la main, vous essayez de ne pas trop mettre les doigts dessus. Bon, mais ça c'est... Et puis, on va lire le petit texte suivant que vous avez. Alors, avant toute action, que ce soit un glyphe ou que ce soit un exorcisme, pour bien me prédisposer, pour refaire monter mes énergies, pour que je sois bien prêt à l'action. Alors, Adjutorium nostrum in nomine Demurgi qui fecit caelum et terram. Exorcizo te pentaculum per Deum per puritatem sit in te. Alors, après, vous soufflez 3 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois, c'est bien. Sur votre pentaculum pour le traverser avec l'air qui va sortir de votre bouche. Et c'est plutôt, au niveau des magnétiseurs, c'est plutôt un souffle froid qu'un souffle chaud. Donc c'est pour démagnétiser, c'est pour nettoyer. Donc alors c'est une petite formule d'exorcisme qui est toute simple, mais qui prononcée avec la force, avec l'entraînement respiratoire, avec un certain nombre de choses, va être très efficace. Vous pouvez la répéter 2 fois, la répéter 3 fois, la répéter 5 fois, à 5 jours de suite. Après, vous faites votre petite sauce personnelle. 7 fois. Non mais normalement, pour faire un travail complet et bien bouclé,
Je dirais, c'est une question énergétique. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais, ce que je ressens. Il n'y a pas de règle. Quelqu'un qui a un entraînement de 3000 exercices respiratoires derrière lui, il le fait une fois, c'est suffisant. Quelqu'un qui n'a qu'un entraînement respiratoire de quelques centaines de respirations, il va le faire peut-être 3 fois, peut-être 5 fois. Il peut le faire 7 fois, bien entendu. Quelqu'un qui n'a aucun entraînement respiratoire, lui, il faut peut-être le faire 11 fois, 12 fois, 24 fois ou 22 fois, comme les lettres hébraïques, les nombres de l'âme majeure du tarot, etc. Donc c'est en fonction de la puissance énergétique que je vais pulser, et également en fonction de la salissure de l'objet. Si j'ai une assiette très sale, je vais la récurer plusieurs fois. Je vais la frotter avec l'éponge, avec l'éponge à récurer. Si elle est peu sale, je vais simplement la passer sous le robinet. Donc, mais par contre, si pour toi c'est 7 fois, il faut que tu le fasses 7 fois. Je pose la question parce que hier, il m'a semblé qu'il a été question de 7 fois, renouveler 7 fois pendant 7 jours. En respirant. C'était la charge énergétique. C'est autre chose là. Ah. Alors, d'ailleurs, vous faites bien d'en parler parce que c'est autrement, je vais l'intercaler. Alors, après l'exorcisme, que vous répétez le nombre de fois que vous désirez. Mais en général, par exemple, ces petites médailles-là, elles ne sont pas chargées énormément, elles n'ont jamais été en boutique, elles sont juste sorties de leur boîte. On les a regardées, on les a refermées, on vous les a données. Donc, à part la personne qui les a gravées, qui a mis une petite charge, mais cette charge a été enlevée parce que ces médailles, entre le gravage et entre le bain d'or, elles ont été polies, repolies, astiquées, nettoyées à l'ultrason, etc. pour qu'il n'y ait aucun gras dessus, de manière à pouvoir faire le plaquage or correctement. Donc elles sont quasiment vierges. C'est pour ça qu'on peut plus ou moins ressentir au niveau radiesthésie, mais il n'y a pas tellement de charge dedans. Alors, premièrement, exorciser. Ensuite, vous allez bénir ou consacrer l'objet en question. Alors, la bénédiction, si l'officiant est prêtre, autrement, on aura une consécration si l'officiant est un laïc. La bénédiction est préférable, mais la consécration la remplace. Alors, formule de bénédiction, vous l'avez dans le texte qui vous sera donné. Alors là, c'est plus la peine forcément d'y mettre toute sa puissance, mais si je veux vraiment consacrer, là, je vais devoir mettre une étincelle énergétique dedans. Donc on va quand même prononcer le rituel. Tout rituel doit être vibré en fait. On ne prononce pas un rituel, on le vibre. Alors, bénédiction, par exemple, Adjutorium nostrum in nomine Demiurgi qui fecit caelum et terram. Deus curius verbo sanctificatur omnia quae vel facimus vel percipimus tuam quae sumus effendute, le signe de croix, benedictionem super istam. Alors en fait, en gros, c'est Dieu à la lumière duquel sont sanctifiées toutes nos actions et nos plus petites pensées, nous vous supplions de répandre votre bénédiction. Alors après, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ça c'est l'aspect, le prêtre. La consécration, on va consacrer par les 4 éléments. Donc, Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram. Donc notre force est dans le nom du Seigneur qui créa le ciel et la terre. Consecrote pantaculum, per Deum, l'éther, Dieu. Per ignem, le feu. Per aerem, l'air. Per aquam, l'eau. Per terram, la terre. Et c'est une formule qui s'adapte parfaitement à ceci, puisqu'on l'exorcise et on le consacre par les 5 éléments. Dieu, le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc à vous d'accompagner cette consécration par des visualisations correspondantes. Quand vous consacrez le feu, vous visualisez des petits cercles rangés qui brillent, qui brûlent. Quand vous consacrez l'air, pareil.
l'eau et la terre. Alors, c'est à partir de là que vous allez pouvoir réaliser, donc après avoir fait cette consécration et l'exorcisme qui précède, vous allez pouvoir réaliser une charge énergétique, donc des respirations, avec le médaillon dans votre main. Alors, c'est ce que j'expliquais hier, vous faites l'exercice de respiration que nous avons vu samedi en début d'après-midi, et à un moment, au lieu de prendre la plaquette de métal dans la main droite, vous prenez votre médaillon, et vous allez pratiquer la respiration. De cette manière-là, vous amorcez la pompe, vous mettez une première charge énergétique dans votre médaillon. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà amusés à faire l'expérience cette nuit? Oui. Alors, qu'est-ce qui... Il s'est passé quelque chose ou rien en particulier? D'accord, on trop insisté. Et là? Alors, moi j'ai poussé et j'ai bien senti que juste dans le creux de la main, c'était vraiment chaud, comme une pointe de feu. D'accord. Alors, habituellement, donc tu respires avec la plaque de métal et la boule de plomb, sans... Voilà. Là, tu as remplacé la plaque de métal par la médaille et il s'est passé quelque chose de supplémentaire par rapport à un exercice classique. Mais c'est la médaille qui travaille, là, c'est pas, disons, la charge, à mon avis. Parce que si c'est dans le sens inverse que ça se passe. Il s'est passé quelque chose entre lui et la médaille. C'est un échange. C'est de charger. Voilà. Il y a la main qui a ressenti la médaille. Ça veut dire qu'il y a une relation qui a commencé à s'établir entre la médaille et la main. C'est clair. J'ai ressenti hier en testant entendu. C'est pareil. Après, il faut charger. Voilà. C'est pour ça qu'il faut répéter la charge plusieurs jours de suite. Parce qu'au début, on va simplement opérer c'est le médaillon qui a plus 10 ans dominé. Un contact difficile. Je préfère pas trop interpréter de manière précise les sensations. On voit un petit peu plus à la fin. Parce que ça va être deux personnes pour un même rituel ont des sensations différentes. Il se passe toujours quelque chose. Mais je reste un petit peu dans le flou. Alors, autre petite question, puisqu'on fait un léger tour de table. Là. Bon, il y en a donc qui ont placé leur médaillon autour du cou. Est-ce qu'il y en a, certains d'entre vous, qui ont ressenti des petites choses depuis hier? Oui, Marie-Gabrielle? Ce matin, je venais à mon cou et j'ai entendu une petite musique. Tu sais que je parle... Petite musique? C'était très joli. Vincent? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je laisse déjà une autre personnalité, j'incarne quelque chose. Comme si tu incarnais quelque chose. Voilà. Il se passe quelque chose. Oui, non, mais j'incarne, là, je le sens précis. Hein, ok. J'ai dit. Pas plus de précision, mais... Oui, mais ça va se dessiner. Attendez, vous l'avez porté un petit peu depuis hier. Plus sûr. Plus sûr. On est bien. 5 ans, alors ça fait 5 ans que tu n'es plus Bernadette alors. Ouais, qui d'autre a un petit mot à dire? Qui d'autre a un petit... Oui. Même réaction que... Même réaction que Marie-Gabrielle. Une certaine paix intérieure. Oui, rassurée, voilà. Le cœur tranquille. Alors bon, il faut savoir qu'il y a aussi... voilà, l'effet psychologique, bon, mais peu importe à la limite que ce soit un effet, que ça commence d'une façon ou d'une autre, il se passe quelque chose sur le plan énergétique. De toute façon, ça ressent. Mais lui, tu as aussi senti quelque chose? Moi, j'ai senti un gros cadrage qui s'est manifesté pendant la nuit. Comme si ça recadrait. Spectaculaire. Je peux rentrer dans les détails, mais j'ai senti que ça... Comme s'il était recadré, recentré par rapport à lui-même. Ah oui, mais il fait ça. Et au niveau des chakras, on sent que ça bouge. Tu sais, ça bouge des choses. Oui, tu remets les pendules à l'heure. Voilà. Eh bien, oui, c'est ça. Ça, je l'ai ressenti. Comme tu dis, ça a un rapport avec l'orthodoxie, avec la géométrie orthodoxe. Oui. Que ce soit les églises, que ce soit ce qu'il y a dans les églises. Pour moi, je sens fortement, j'ai fortement ces flashs un peu comme en livre, parce que c'est bien concret. Hein. C'est christique, quelque part. C'est une croix en rosace. Bon, dans les cathédrales, on a beaucoup de rosaces. Là, c'est une croix numérée christique. Donc, on a des sensations d'orthodoxie, de prêtrise, d'église, de cathédrale. C'est ce courant-là, en fait. Donc voilà, donc bon, on va pas faire le tour de table plus loin, mais ce qui est important, c'est de ressentir par soi-même certaines petites choses.
Alors quand vous l'aurez exorcisé, puis consacré, puis vous aurez chargé pendant 7 jours une pré-charge, un embryon de charge, puis après avec les petites manipulations qu'on va voir, après avoir passé votre glyphe personnel, eh ben ça va renforcer, ça va personnaliser, ça va accentuer, ça va être beaucoup plus fort. Donc, alors, 2 possibilités de travail sur ce genre d'objet. Il y a 2 manières d'utiliser cet objet. Soit nous l'utilisons en tant que médaille pieuse, c'est-à-dire que le matin, je la mets autour de mon cou. Alors si j'en ai une un petit peu plus grosse, je vais la rentrer dans la chemise, parce que c'est pas la peine que tout le monde la voie. Bon. Si j'ai un petit bijou, que je suis une dame, et ben je peux peut-être le porter à l'extérieur. C'est pas... Bon, ça fait comme un petit médaillon, hein. Il y en a, ils ont la main de machin, la croix, etc. Donc, que ce soit vu ou pas vu, de toute façon, ça va agir. Donc, je peux la porter simplement comme vous l'avez fait jusqu'à présent, sans la charger. J'aurai un effet bénéfique général, comme on l'a vu tout à l'heure, recadrage, recentrage, etc., etc. Bon. Mais je peux bien entendu m'en servir en tant que pentacle beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus puissant, beaucoup plus travaillé sur le plan énergétique. Moi, j'ai utilisé beaucoup ce médaillon sans le charger. On va dire, bon, mais pourtant, avec tout ce que vous connaissez, vous auriez pu le charger. Oui, mais bon, la paresse peut-être, et puis ça fonctionne, même si on ne le charge pas. Vous allez dire, là, je ne prêche pas pour dans le bon sens. Il vaut mieux le charger. En le portant, on le charge automatiquement nous-mêmes. Il y a une interaction qui se fait. Mais ce que je veux bien vous expliquer, c'est que il donne même si on ne le travaille pas. Alors, si vous le travaillez, bien sûr, vous allez amplifier, vous allez les multiplier par 5, par 10 ou par 50, ces capacités. Quand on veut le charger, premièrement, ça va être mise en condition énergétique de l'officiant. Donc, intensification de la pratique respiratoire. Alors, vous allez également ensuite faire attention à votre régime alimentaire. Alors, avant une opération, un rituel, vous allez éviter de manger n'importe quoi, ce qui ne veut pas forcément dire être végétarien, mais vous allez éviter les plats trop lourds. Vous allez éviter quand même le tabac, parce que le tabac encrasse les chakras, donc plus je fume, plus j'encrasse mes chakras, et moins je vais être opérationnel. Et si je fume et qu'en même temps je fais mon exercice de respiration, dans un sens je purifie mon organisme, et dans l'autre sens je lui mets des toxines. Donc il y a un juste milieu à éliminer. Je vais éviter l'alcool, surtout les mauvais alcools. Donc j'évite l'alcool, mais surtout les mauvais alcools. C'est-à-dire toutes les bouteilles en dessous d'un certain prix. Le vin en barrique. Voilà, on évite le vin en bouteille en plastique. C'est à des portions de francs, pas moi. L'américaine. Mais la différence entre alcool et vin aussi. Oui, bon, je dirais les boissons alcoolisées. À la limite, un cognac d'avant de Tchernobyl, vous pouvez risquer avec modération, etc. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'il y a des alcools qui tournent beaucoup plus vite la tête que d'autres, à quantité égale et à pourcentage d'alcool égal. Hein, si on prend des alcools, je sais pas quoi là, pas de l'alcool à 90, mais un alcool commun, je sais pas, tequila, Malibu, whisky, etc. Hein, les choses classiques, au bout d'une certaine quantité, ça vous tourne la tête. Si vous avez la chance un jour d'avoir un alcool distillé par le grand-père il y a 50 ans, ça ne vous fera pas du tout le même effet, parce que là c'est quasiment presque un élixir spagyrique, ou pas dire alchimique, mais un élixir. Donc on n'a pas le même effet. Alors, régime également avant un rituel, faudrait quand même respecter un petit peu la chasteté.
Hein, éviter les orgies juste avant. Chacun doit vivre en équilibre avec ses propres démons intérieurs. C'était bien. Pour des raisons énergétiques. Parce que si vous êtes épuisé, vous arrivez dans votre oratoire pour faire votre rituel, vous n'aurez pas l'énergie pour mettre dans la médaille. Donc, pour des raisons bêtement logiques. Attention également, dans les jours qui précèdent, aux fréquentations. Tous les gens qui sont chargés négativement, il vaut mieux éviter de les fréquenter dans les 2-3 jours qui précèdent votre rituel. Inutile. Régime musical aussi. Si vous avez l'habitude d'écouter du hard rock, de la techno, etc., ce sont des musiques qui sont sans doute très bien, mais pas avant un rituel. Et plutôt pratiquer la prière. Bon, c'est des lapalissades, vous allez me dire, pour celui qui chant grégorien, etc. Mais alors, c'est pareil, quelqu'un qui serait constamment sur des chants grégoriens, ça va finir par ne plus lui faire d'effet et il va finir par avoir une saturation. Donc il faut équilibrer. Hein. La voie du juste milieu, la voie de la sagesse, ça va être dans l'équilibre. Pareil, dans la mise en condition, troisième partie, vous pouvez pratiquer des méditations sur le pentacle que vous allez travailler, que ce soit le 36, que ce soit votre blason, que ce soit votre logo. C'est dans le fascicule qu'ils sont développés là ? C'est pas développé dans le fascicule. C'est résumé succinctement. Après, on va calculer, on va essayer de se rapprocher d'une date propice. Alors, on a tous une date propice qui arrive bientôt là. C'est l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps qui sera le 20. Le 20, c'est mardi ou mercredi. Attention, pour votre médaille, là, si vous voulez y faire quelque chose, le 20, donc l'équinoxe de printemps, c'est mardi ou mercredi. Là, ça va être un instant fort au niveau énergétique. Donc, profitez-en. Donc, on va faire tout ça, l'exorcisme. Alors non, l'exorcisme, vous le faites avant. Par exemple, ce soir ou demain, vous exorcisez, vous consacrez. D'accord. Vous commencez votre charge respiratoire. Et on fera un petit rituel supérieur au niveau de l'équinoxe qui arrive là. Alors, ce que vous pouvez faire, donc à cet équinoxe, c'est tracer le glyphe. Alors, pour tracer le glyphe, je dirais il va y avoir différentes façons de le tracer. Vous pouvez utiliser de l'encre de Chine sur votre médaillon et tracer votre glyphe. Vous pouvez découper de fines bandes de papier autocollant noir et coller cette bande sur votre médaillon. Mais le glyphe, donc il faudrait que vous le donniez. Le glyphe, passez un petit coup de téléphone. Ça va être dur jusqu'à mardi. Ça va être dur jusqu'à mardi, ouais, il va y avoir. Le standard. Alors essayez de trouver quand vous appelez également surtout le comment ça s'appelle longitude et latitude du lieu de naissance. Éviter d'appeler demain, je pense. Oui, parce que demain vous aurez. Dès ce soir, 1h du matin. À 2h du matin. Mardi. Mardi. Alors, vous pouvez appeler, il y a le répondeur qui vous dira. On a annoncé. Demain, nous serons encore en route. Voilà. Alors. C'est le répondeur, ça sera pas moi. Voilà. Donc tracer le glyphe. Alors là on a l'équinoxe qui arrive. Autrement, pour les dates intéressantes, vous avez la lune montante. Vous pouvez calculer votre date de départ sur une des régences du 36. Alors par exemple, vous êtes signé des nombres suivants 5, 27, 2 et 10. Vous allez commencer à tracer votre glyphe sous la régence du 5. C'est-à-dire, par exemple, dans les tables qui vous sont données dans le livre, entre 2h et 3h du matin. Donc vous mettez votre réveil, vous rentrez dans votre oratoire, vous allumez une bougie, vous faites brûler un petit peu d'encens. Si c'est le 5, vous vous orientez face au nord, et puis vous allez commencer à tracer le premier trait concernant votre glyphe. Parce que là, il sera en plus
chargé du 5. Si vous avez déjà un petit peu pratiqué le 36, pourquoi pas faire une petite invocation au nombre 5, vous l'appelez, et ensuite vous tracez quand vous sentez sa présence. Donc ça peut être régence du 36, ça peut être des fêtes chrétiennes. Donc toujours face nord. Le dimanche, si c'est sur le 5, face au nord. Mais si je suis du nombre 18, ça va être plutôt face à l'ouest. Si je suis du nombre, mettons 8, ça sera face à l'est. Si je suis du nombre 9, ce sera face au sud. Je vais faire ma petite prière, ma petite invocation. Ou on choisit solstice ou équinoxe. Donc, vous avez plusieurs systèmes que vous pouvez utiliser pour avoir une charge supplémentaire. Vous allez me dire, mais ça c'est trop compliqué. Moi je préfère prendre ma boule de plomb, prendre mon médaillon et faire les respirations. Mais c'est très bien. Faites comme ça. Faites comme vous le ressentez. Ça, je dirais, c'est une espèce de premier rituel, de petit premier rituel pour le lancer. Alors, comme vous proposait Vincent tout à l'heure, nous pouvons également, on va se dire c'est un petit peu compliqué, moi je vais prendre plutôt l'équinoxe qui arrive. Alors, je vais vous calculer pour cet équinoxe la date qui serait la plus intéressante. On a fermé. La date la plus intéressante, je n'ai pas besoin de le calculer de tête, ce sera à peu près 6 heures du matin. C'est-à-dire le lever du soleil. Donc, le moment opportun pour l'équinoxe du printemps qui arrive, pour faire une charge, pour débuter une charge, ce sera le moment où le soleil se lève. Alors, entre 6h et 7h du matin. Quelque chose comme ça. Oui. Par rapport à l'heure de Greenwich, on enlève une heure. Alors oui, il faut regarder, je pense que c'est 6 heures, donc on est en hiver. C'est peut-être 7 heures. Oui, mais c'est l'heure d'hiver quand même. En hiver, on fait moins 1 heure, plus 1 heure. Plus 1 heure en hiver et plus 2 heures en été. Donc voilà, ce sera plutôt 7 heures du matin. Mais levez-vous à 6 heures quand même. Et surtout, voilà. Et quand le soleil commence à se lever, eh ben à ce moment-là, vous faites la consécration du médaillon. Et là, vous allez lui mettre une charge d'équinoxe. Et la date de l'équinoxe sera doublée par l'heure à laquelle vous allez faire cette charge. Alors, comme Vincent nous proposait tout à l'heure, si vous ne savez pas trop quoi faire, répétez la consécration. Donc, consecrote, pantaculum, per deum, etc. Et montez vous-même votre petit rituel. Faites votre cuisine personnelle. Bon, moi, je vous donne quelques trames, quelques idées, mais après, allez-y. Tout ce que je vous déconseille, c'est de faire des mélanges de rituels. Hein, ne me mettez pas là-dessus des rituels hébraïques, des rituels issus de courants qui peuvent être différents. Mettez pas des rituels africains, des rituels... voilà. Essayez de rester pur. Non pas que ces rituels ne soient pas purs, mais essayez de rester dégagé de tous ces égrégores pour travailler là-dessus. Restez simplement énergétique. Si vous ne savez pas quoi faire à 6 heures du matin, le 20, vous faites une respiration avec la médaille dans la main, et puis ensuite vous faites une consécration. Ce sera très puissant. Plutôt que d'essayer de s'en mêler en essayant de calculer des régences du 5, du 14, etc., et puis de se tromper. Et si vous n'aviez pas votre signature personnelle ce jour-là, peu importe, vous mettrez la signature après. Donc, on reste simple et surtout, on essaye de travailler sur le plan énergétique. Alors, je vous ai parlé, je crois, déjà du potentiel chance de chaque individu. J'ai dû vous en parler hier, ou pas. Le risque de déséquilibre, un petit peu, bon, donc ça c'est plus un petit peu pour un pentacle, enfin pour un talisman ou un pentacle à usage talismanique, donc pour un but précis et matériel. Là, on en aura
moins besoin, mais quoique vous pouvez considérer que vous voulez offrir quelque chose en échange des bienfaits de votre pentacle, et à ce moment-là, libre à vous de choisir, de savoir comment vous ressentez cette chose-là. Vous pouvez, sur le plan de ce sacrifice, sacrifier 1 heure par jour à l'étude de la théologie. Ça, c'est un bon sacrifice. Parce que là, ça va vous demander des efforts. Vous pouvez dire, au lieu de regarder le match de football à la télévision, je vais étudier la théologie. Très dur, extrêmement dur, très grand sacrifice pour certains d'entre nous. Il y en a d'autres qui vont me dire, parler de quoi? Je ne comprends pas. Moi, je préfère étudier plutôt que de regarder le match. Donc, de manière à rééquilibrer votre potentielle chance. Bon, je vous l'ai déjà dit, donc on va... Hop. Alors, un rituel qui peut se pratiquer, mettons, pour un prêtre. Le 20 mars, à 6 heures du matin. Ce sera à ce moment-là pour charger le pentacle, c'est une messe de Saint-Esprit. Donc une messe en rouge. Donc une messe avec l'étole rouge et non plus l'étole verte qui s'utilise de manière classique. Mais on n'est pas concerné là. Oui, mais bon, ça fait partie des possibilités de manipulation. Donc, en sachant que la messe, c'est quand même le plus puissant rituel du monde occidental sur le plan de la théurgie, on demande dans ce cas-là la descente du Saint-Esprit sur l'objet en question. Donc c'est une messe de Saint-Esprit, c'est une messe de pouvoir, et on demande donc le pouvoir du Saint-Esprit descendre sur le pentacle. Parce que si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, peut-être que vous serez concerné demain, ou pour le prochain solstice du mois de juin, selon les démarches de chacun. Donc à ce moment-là, bien entendu, le pentacle doit être sur l'autel. Alors il y a une énorme différence entre une bénédiction simple d'un prêtre et une messe d'intention, dans laquelle il y a une charge qui va descendre. Alors c'est pareil, petite différence existe entre une messe sans conscience de ce que l'on fait et une messe avec conscience métaphysique de ce qui va se passer derrière. On l'a vu un petit peu, donc nous n'y revenons pas. Alors, pour résumer, on va revoir ensemble l'ordre de réalisation d'un pentacle. Premièrement, conception intellectuelle du graphisme. 36, blason, logo, etc. Deuxième point, donc premièrement, c'est la conception intellectuelle. Je veux quoi? Je veux faire quoi? Je désire obtenir quel but, donc quel outil vais-je utiliser? À la limite, aujourd'hui et hier, nous avons vu 3 outils. On voit la médaille, le médaillon au trait métaphysique, on a vu le blason, on a vu le logo. Donc le logo, c'est pour le business d'une entreprise, le blason, c'est une recherche plus alchimique, le médaillon, c'est une recherche spirituelle de protection. Ensuite, deuxième point, réalisation matérielle du support. Alors nous pouvons également là réaliser matériellement, graver notre pentacle ou notre figurine à une date propice. Si je veux utiliser, mettons, la date de l'équinoxe, eh bien à partir de 6 heures du matin, je vais peut-être je vais commencer à peindre ma création sur un parchemin. À cette heure propice-là, donc je vais fixer par mon pinceau, par ma peinture, par ma science, par ma conscience, les forces énergétiques qui seront en présence dans mon dessin, dans mon schéma, dans mon pentacle. Ensuite, troisième point important, exorcisme plus bénédiction ou consécration. Ça, c'est une préfigure, préparation, nous le dirons. Quatrième point, on démarre la charge énergétique par la respiration. Alors vous allez me poser la question suivante, oui, mais si au lieu de faire simplement 7
entraînements, 7 exercices de respiration sur mon Pentacle si j'en fais un tous les jours pendant 10 ans? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce que vous risquez en fait de vous dévitaliser au profit de votre Pentacle. Or, c'est l'inverse qui doit avoir lieu, c'est que votre Pentacle doit vous nourrir. Donc, on amorce la pompe parce qu'il faut bien lui mettre quelque chose dans le ventre. Et il faut bien commencer par lui donner la tétée nourricière, le lait nourricier, mais après, c'est lui qui va devoir nous nourrir. Et on va voir de quelle manière. C'est pour ça que je déconseille de dépasser les 7 jours de charge énergétique avec la technique de respiration. Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi dépasser 7 jours? Pour pas créer une habitude. Pour pas que notre corps s'habitue à donner de l'énergie à notre Pentacle. Mais là, le lien de toute manière, le lien il est créé. Ah bah le lien, on le crée. Ça va fonctionner. Le lien, on le crée. De toute façon. Il ne va pas se passer autre chose aussi après. Non, bien sûr que si. Il va se passer autre chose après parce qu'on va le ritualiser autrement. On va le saturer énergétiquement de manière à récupérer l'énergie. C'est ça qui est le plus important. Donc, alors dans le cadre où on voudrait une grosse puissance, comme on a dit, on peut répéter les messes, un certain nombre de choses. Mais ça, on verra tout à l'heure. On peut également, pour ceux qui la possèdent, utiliser la pyramide du 36. C'est-à-dire, donc c'est une pyramide au vert coloré, transparent, qui fonctionne avec les énergies de la Lune et du Soleil. Or, votre médaille ou votre Pentacle placé sous cette pyramide va se trouver saturé des rayonnements solaires et lunaires. Et c'est là, en fait, où on va commencer à prendre l'énergie ailleurs, à le mettre sur notre Pentacle, pour après que le porteur puisse en bénéficier. Combien de temps? Alors, on va le voir, mais ça peut être 28 jours. Hein. Pour une bonne charge, on peut démarrer 28 jours. Ensuite, 6e point, nous aurons l'utilisation courante de notre médaille ou de notre Pentacle, c'est-à-dire le port, vous le mettez autour de votre cou, et ensuite le repos. Vous allez le laisser reposer dans sa boîte. Donc un Pentacle ne se porte jamais 24 heures sur 24, parce que vous allez vous sursaturer de ces énergies, et c'est comme si on prenait des vitamines tout le temps, toute l'année, les vitamines ne nous feront plus d'effet, et on a un phénomène d'accoutumance. Donc un Pentacle s'utilise à certains moments, et se repose à d'autres instants. Donc la nuit de préférence. En général, on va le porter le jour, et la nuit, on va le laisser reposer. Dans le cadre, ça peut être l'inverse également. Si la nuit, on a des attaques occultes nocturnes, on va l'utiliser la nuit, et on va le laisser se reposer le jour. Mais on va toujours essayer d'avoir un phénomène d'alternance. Par contre, dans le cadre d'une situation difficile, on peut le porter 24 heures sur 24 pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. Mais après, on le laissera se reposer parce qu'il va fonctionner comme une pile. Il prend de l'énergie et quand vous allez l'utiliser, il va se décharger. Donc il va falloir, et c'est le 7e point, par exemple, par contre, il va falloir le recharger régulièrement. Donc recharger cet accumulateur. Sinon, on le porte une fois, il se dévitalise et puis il n'y a plus rien. Donc, 7e point de la réalisation du Pentacle, ça va être la recharge régulière, mensuelle de notre objet. Un petit peu comme une pile électrique. Donc si je comprends bien, c'est en fait notre magnétisme personnel qui le recharge. C'est pas quelque chose qui vient d'au-delà. Si. Au début, c'est notre magnétisme qui va lui donner une première charge. Mais ensuite, nous allons nous arranger pour que ce Pentacle se nourrisse sur le médium planétaire et nous redonne l'énergie. Mais on a besoin d'amorcer la pompe. Comme j'expliquais, quand on veut siphonner un réservoir, on est obligé au début d'aspirer, donc de faire un effort. Et une fois que le liquide est descendu suffisamment bas, ça continue, la nature prend le relais. Donc au démarrage, j'ai une action, je vais charger mon Pentacle, mais ensuite,
c'est lui qui doit me nourrir. Donc au début, c'est comme si j'avais un enfant. Mettons que, bon, je suis un père égoïste. Je fais un enfant pour qu'il me nourrisse après. Donc au début, je suis bien obligé de lui donner le biberon. Et dès qu'il est en âge de travailler, je vais le faire bosser pour moi pouvoir me reposer. C'est comme une roue immobile qui donne de l'électricité. Il faut la lancer au départ avec une hélice d'avion, avec un mouvement de la main. Puis après, elle fonctionne tout seul et elle donne de l'énergie par elle-même. On l'allume, quoi. Et voilà, faut l'allumer. Parce qu'autrement, il peut s'allumer tout seul, mais bon, il sera plus long. On préfère lui donner l'impulsion de départ. Je vais poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut l'exposer au soleil? Il y a de l'énergie au soleil. Oui, justement. Plus ou moins, mais sous certaines conditions. Parce que un pentacle, c'est un miroir, donc ça va être quand même une lune. Donc si au démarrage, il a une nature solaire, c'est-à-dire représentation de l'univers, c'est la lune qui va lui donner ses recharges régulières. Donc si on l'expose au soleil, on va l'exposer de manière particulière. Et c'est là où justement on vient sur la notion, dans une cathédrale, vous avez la lumière qui rentre dans la cathédrale. Mais pour ne pas casser les courants spirituels et énergétiques qui sont dans la cathédrale, cette lumière est filtrée par des vitraux colorés. Donc, si on utilise la lumière du soleil pour charger notre pentacle, nous allons devoir filtrer cette lumière par des vitraux. Et on aboutit tout de suite, ou très rapidement, sur la fameuse pyramide qui correspond au 36. Donc ça, c'est une pyramide qui possède des proportions particulières et qui est faite de verre transparent mais teinté. Donc bleu pour la terre, vert pour l'eau, jaune pour l'air, orange pour le feu et rouge pour l'éther. Donc c'est ça qui va nous servir de filtre. Alors on va voir tout à l'heure après la pause comment faire avec la pyramide et comment faire sans la pyramide. Parce que tout le monde ne la possède pas forcément. C'est ça le fameux pyramide 36. C'est la pyramide du 36. Voilà. Il y a les 36 nombres qui vont se retrouver sur cette pyramide. Et si on a une pyramide qui n'est pas 36? Alors, il faut que les proportions soient réalisées. C'est-à-dire qu'en général, les pyramides habituelles sont des pyramides écrasées. Donc ça va être dissonant par rapport à des choses comme ça. C'est pas tellement le même type d'énergie. Donc vaut mieux pas utiliser d'autres pyramides. Fabriquez-vous une pyramide avec du papier transparent, vous savez, des cahiers, les cahiers d'écoliers bleu, rouge, vert, etc. Vous pouvez vous fabriquer une petite pyramide en plastique. C'est mieux que rien. Bon, mes premières expériences, je les ai fait avec une petite pyramide comme ça. J'ai obtenu des effets très intéressants. C'est vrai que maintenant, on travaille avec des pyramides qui sont en verre peint. Ça fait plus joli. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait la vibration lumineuse à travers les couleurs. Si je peux me permettre, oui. Pour ceux que ça intéresse, donc il y a chez les marchands qui font soit papeterie, mais papeterie spécialisée Beaux-Arts, il y a deux sortes d'articles. Premier article, vous avez des pellicules qui sont très grandes et qui sont assez épaisses, qui servent de support pour faire la pyramide, pour tracer, oui. Pour la découper. Et deuxième chose, vous avez des peintures qui sont des peintures transparentes couleur vitraux, oui. Qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Bon, au départ, j'utilisais, comme tu disais, des cahiers d'écoliers bleu, vert, tout ça, et je les collais, mais la colle, je trouvais que la colle salissait. Bien sûr, oui. Et donc, avec la peinture, c'est très très beau, ça fait comme des vitraux. C'est un papier épais, translucide, un peu comme du plexiglas, mais c'est pas du plexiglas, c'est une matière spéciale. On trouve ça aussi, je crois que j'en ai vu, BHV, Weldom, enfin dans les magasins de peintures vitraux transparentes qui sont très... Pour ça, c'est très bien. Alors c'est bien de bricoler, parce que vous allez être obligé de voir les proportions, de voir un certain nombre de choses. Et puis, bon, pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, un jour, on refera peut-être faire quelques pyramides à notre ami qui nous a fait les médailles, parce que c'est plus facile, toujours la même chose. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, ça. Une chose importante, ça va être de nommer votre pentacle. Donc la détermination du nom secret du pentacle
ou du talisman. Alors, pour déterminer son nom secret, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Alors, première chose qu'il faut savoir, chaque élément correspond à un son. L'éther correspond au son A. Vous l'avez dans mon livre, on l'a déjà vu dans certains stages. L'éther, c'est A. Le feu, c'est E. L'air, ce sera I. L'eau, O. Et la terre, OU. Donc le son OU. Si j'ai tracé un glyphe qui fait 5, 27, 2 et 10, au niveau des éléments constitutifs, eh ben, j'aurai l'éther avec le 5, la terre avec le 27, l'eau avec le 2 et la terre avec le 10. Ce qui me fera, en mettant les sons les uns à côté des autres, A, OU, O, OU. A, OU. Et ce sera le nom secret de mon talisman, de mon pentacle. Donc quand je le nommerai, quand je l'appellerai, quand je le solliciterai pour une action, pour une protection, pour lui donner une nourriture ou quand je devrais établir un contact avec lui, eh bien je l'appellerai Aou. Par exemple. Et là, il n'y a pas l'eau, là. Bah là, il n'y a pas d'air. L'eau, elle est ici. Oui, là, il n'y a pas Il n'y a pas d'air. Bon, s'il y a de l'air, bah, on met la lettre correspondant à l'air. Ça me fait penser aux exorcismes des personnes lorsqu'on prononce un moment donné. Oui. Donc, en fin de compte, lorsqu'on choisit ces lettres, deux de ces lettres, c'est comme en harmonie avec ces deux-là. Par exemple, Oui. le feu et l'air. Voilà, il y a un mariage, il y a quelque chose. Après, on rentre dans une cabale, je dirais personnelle, dans une cabale phonétique. Alors, c'est pareil, il faut vibrer le nom. Hein, tous les noms cabalistiques se vibrent. Ils ne se disent pas, ils ne se prononcent pas, ils se vibrent avec une sorte d'émotion. Mais Oui. ça, c'est pour donc une médaille personnalisée avec un glyphe. Mais dans le cas d'un blason, d'un logo, Oui. Ce sera différent. Comment appelle-t-on le blason, le groupe ou le talisman en général? Alors, pour le blason, on peut utiliser les racines du nom familial. On avait vu Monsieur Fache tout à l'heure. Bon, bah, peut-être que lui aura envie d'appeler son blason. Qu'est-ce qu'on avait vu dans cet exemple-là? La prononciation grecque, par exemple, ou une racine qu'il va trouver, ou les couleurs vont inspirer quelque chose. Le blason, ce sera plus personnel, ce sera plus difficile, mais ce sera plus une racine. Donc plus aller puiser dans les langues anciennes, latines ou grecques. Pour le logo, ben, on peut déterminer le nom du logo de la même façon que là par rapport à ses couleurs. Alors un logo qui serait, je ne sais pas, avec certaines couleurs, rouge et bleu, voilà, et ben on pourrait l'appeler et de toute façon, A ou pour un logo rouge et bleu, ça va être quelque chose en résonance avec lui-même. Donc, c'est opératif. Et par ailleurs, je vais décider moi-même, je vais nommer mon logo, mon blason, mon pentacle. Je peux très bien aussi avoir envie de l'appeler autrement. Je peux avoir envie de l'appeler, voilà, pas un prénom commun, mais je peux l'appeler Médor. Bon, mais ce ne sera pas Médor, il faut que ce soit autre chose. Contactez CEAPS au 561 324
39 57, 38 26 54 90, 47 19 77 27. Email ceaps centre@commercial gmail.com.